Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais présenter les connaissances que j'ai pu obtenir aujourd'hui. Je tiens à préciser que ceci n'est pas un cours et que si je me trompe, il ne faut pas hésiter à me réfuter directement en commentaire, j'en parlerai lors de la prochaine vidéo. Alors, suite au conseil d'une amie, j'ai décidé de traiter un thème par vidéo en faisant des petites capsules au lieu de traiter plusieurs thèmes dans une seule vidéo pour faciliter la compréhension et la clarté. De plus, elle m'a recommandé de mettre les sources en description, chose que je ne faisais pas, et donc vous retrouverez tous les liens que j'ai utilisés dans cette vidéo directement en description si vous voulez approfondir sur le sujet. Alors, avant d'entrer dans le thème des lombalgies, il faut définir ce que c'est, et donc je vais utiliser la page Wikipédia pour ça. Donc c'est un état douloureux, plutôt dans le bas du dos, puisqu'en anglais on dit low back pain, il me semble, et on appelle ça aussi un limbago, pardon, quand on est dans une phase aiguë euh, du problème. Maintenant, on va parler de l'épidémiologie. On sait que ça représente un coût énorme pour les services de santé sociaux, publics, puisque uniquement au Québec, les maux de dos représentaient 30% de l'ensemble des lésions indemnisées. Et voilà, ça représente un coût important parce que les lombalgies touchent entre 40 et 70% de la population à un moment ou à un autre. Alors, c'est pour ça que je pense que les différentes études dont je vais lire, les abstracts là tout de suite, peuvent représenter un intérêt. Alors, déjà, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que la position assise peut entraîner plus de problèmes que la position debout prolongée, puisque certains travaillent debout, notamment lorsqu'ils sont au bureau, et il semblerait que les choses soient plus mitigées que ça, et que la position debout ne soit pas une stratégie forcément concluante pour réduire les lombalgies, selon cette méta-analyse. Est-ce que la position debout prolongée objectivement mesurée pour le travail de bureau entraîne des cotes de douleur lombaire perçues plus faibles que la position assise? Une revue systématique et une méta-analyse. Donc là, voilà, se concentre sur la douleur, en tout cas. Alors, arrière-plan, il a été démontré que la position assise prolongée induit des lombalgies transitoires. Les bureaux réglables en hauteur offrent désormais la possibilité de remplacer la position assise par la position debout sur le lieu de travail. Étant donné que la position debout a également été associée à la lombalgie, cela peut ne pas être une alternative recommandée. D'où l'objet de cette étude. Objectif: déterminer si les expositions prolongées objectivement mesurées au travail de bureau en position debout par rapport à la position assise entraînent une baisse de la lombalgie perçue chez les adultes en bonne santé. Méthode: une recherche systématique de plusieurs bases de données a été effectuée. Deux examinateurs indépendants ont examiné les titres résumés et procédé à une évaluation de la qualité. Les résultats de 3 études ont été regroupés à l'aide d'une méta-analyse à effet aléatoire à variance inverse. Voilà, donc ensuite je ne rentre pas dans les détails statistiques. Résultat, les postures debout prolongées objectivement mesurées pendant le travail de bureau n'induisaient pas significativement moins de lombalgie perçue par rapport aux postures assises. Il semble qu'il ne soit pas recommandé de remplacer les postures de travail assis au bureau par des positions debout pendant de longues périodes. Des études plus larges, comprenant une tranche d'âge et des antécédents médicaux plus larges, menées sur le terrain avec des mesures objectives, sont recommandées pour obtenir des données plus généralisables sur lesquelles fonder des normes ergonomiques pour les postures de travail. Et donc ça, c'est une étude assez récente qui a été publiée le 9 novembre 2020 et je mettrai le lien directement en description. Ensuite, on a ici une autre étude scientifique qui tente d'observer s'il y a une association entre activité physique et lombalgie, et si l'association physique, par exemple, diminuerait les risques de lombalgie. Donc il y a eu une revue systématique et une méta-analyse d'études observationnelles, notamment d'études de cohorte, sur le lien entre lombalgie et activité physique. Et on va lire ça. L'objectif de cette revue était d'étudier l'association entre l'activité physique totale et spécifique et un domaine et la lombalgie non spécifique chez les adultes. Cette base de données ont été consultées pour des études de cohorte et transversales. Des estimations regroupées de l'association de niveau moyen et élevé d'activité physique et de lombalgie, en utilisant la méthode générique de variance inverse avec des modèles à effet fixe et aléatoires, ont été calculées. Alors, 24 études, 15 cohortes et 9 transversales, 95 796 participants ont été incluses.
Les risques relatifs regroupaient entièrement ajustés des études de cohorte comparant les niveaux d'activité moyens aux niveaux d'activité les plus bas. Bon, je ne rentre pas dans les détails statistiques, étaient de 0,90, etc., etc. Je vais directement passer à la conclusion. L'activité physique semble être associée à une prévalence plus faible de lombalgie. Donc, l'activité physique pourrait représenter un intérêt. Voilà. Ensuite, concernant l'activité physique qu'il faudrait adopter pour éviter les lombalgies, j'ai lu 7 méta-analyses qui concernent voilà, exercice aérobie contre résistance pour la lombalgie chronique non spécifique, une revue systématique et une méta-analyse. Lorsqu'on parle d'exercice aérobie, on peut parler d'exercices par exemple comme la course à pied, des exercices qui ne font pas intervenir par exemple, comme dans les exercices de résistance, le fait de porter des charges on peut faire des exercices de résistance au poids de corps, mais en tout cas ce ne sont pas des exercices typiquement de musculation. Donc voilà, on va lire l'abstract. Contexte et objectif. Cette méta-analyse a comparé l'entraînement aérobie progressif à l'entraînement en résistance progressive pour la douleur. Donc oui, bien sûr, progressivement, il y a l'importance de la progressivité dans l'entraînement et dans l'exercice physique, évidemment. L'incapacité et la qualité de vie chez les personnes souffrant de lombalgie chronique non spécifique. Et donc, 5 bases de données électroniques ont été systématiquement consultées jusqu'au 1er mars 2016. Et alors là, il y a différentes spécifications sur les interventions d'exercice. Elles ont été supervisées au moins une fois par semaine et effectuées au-dessus de 2 jours par semaine pendant au-dessus de 6 semaines. Et les critères de jugement étaient l'intensité de la douleur, l'incapacité et la qualité de vie. Et ensuite, on a les résultats. 6 études ont été incluses avec 333 participants. Donc on a des hommes, des femmes, on a 66% de femmes. L'âge est supérieur, enfin égal à 44 ans, plus ou moins 6 ans. Et la durée des douleurs était égale à 7, plus ou moins 6 ans. Donc on a sur la durée des douleurs une tranche assez large de personnes différentes. L'exercice a significativement réduit l'intensité de la douleur, bien qu'aucun des deux modes ne soit révélé supérieur. Donc exercice aérobie ou exercice de résistance. La PRT, c'est-à-dire entraînement en résistance progressive, a significativement amélioré le Short Form Health Survey Mental Component Score, ça je ne sais pas ce que c'est, et voilà, l'entraînement aérobie progressif et l'entraînement en résistance progressif ont diminué l'intensité de la douleur chez les personnes atteintes de, bon là il y a une abréviation, mais de lombalgie chronique non spécifique, bien qu'aucun des deux modes n'ait été supérieur. Les exercices de résistance ont amélioré le bien-être psychologique. Les ECR de haute qualité, comparant PAT, PRT et PAT plus PRT, sont nécessaires. Donc pour différencier, quel serait par exemple le programme sportif d'exercice le plus adapté. Et enfin, j'ai appris autre chose, c'est que les lombalgies, mal de dos, etc., enfin en tout cas les mal de dos, peuvent produire des symptômes dépressifs. Et il y a une revue systématique et méta-analyse assez étayée sur le sujet. Donc voilà, là on parle bien de lombalgie. Et c'est... oula, une bêtise, pardon. Voilà, donc les maux de dos conduisent à des troubles dépressifs. Je vais directement lire la conclusion. Vous pouvez retrouver l'étude en description. Le mal de dos est un facteur efficace pour augmenter le risque de dépression. Donc ça augmente le risque de dépression. L'adoption d'approches efficaces de prévention et de traitement peut jouer un rôle important dans la réduction des conséquences psychologiques chez ces personnes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, protégez votre corps contre le grand capital et on se retrouve pour la prochaine vidéo.